Dimanche 28 novembre. En mer, déjà au large. C'est le soir. Les cimes familières viennent de disparaître dans les lointains embrumés de la nuit. Au coucher du soleil, le Monténégro qui s'éloignait était tout rose, d'un rose pâle et triste, et puis la grande silhouette fantastique s'est éteinte à mes yeux pour toujours. C'est fini, la montagne de Baoziche. Fini, ce pays des Slaves où jamais je ne reviendrai plus. Fini, l'amour de Mathéa. Hier au soir, vers 10 heures, après l'avoir quitté en haut dans les oliviers, j'étais redescendu à la plage où, comme de coutume, mon canot m'attendait. Les matelots dansaient autour de leur fanal. Un ordre venait d'arriver par signaux de nuit au Friedland, de partir le lendemain à midi pour la France, et il m'annonçait cela avec une joie folle. Que faire? Si tard, il était bien impossible de remonter dans le bois. Mathéa, d'ailleurs, était dans sa cabane, rentrée, couchée dans son petit lit de bergère. À quoi bon le lui dire ce soir? Mais à 11 heures, nouveaux signaux de nuit. Le Friedland partira à 7 heures du matin. Je me couchais et ne dormis guère. Ce matin, dimanche, le repas est remis à 8 heures. Le départ est remis à 8 heures. Levé avant jour, j'obtiens du commandant un canot pour aller jusqu'à terre, à condition de n'y passer qu'une demi-heure. Le soleil se lève à peine quand j'arrive à la plage de Baoziche. La matinée est froide et pure. Dans la vallée seulement on voit planer les brouillards légers blancs de l'automne. En haut sur les cimes les neiges brillent au soleil levant. Par terre on marche sur des tapis de feuilles mortes. Matteo est là, à la plage. Il met à l'eau sa barque et dispose sa voile pour Isano. Il me jette au passage son regard gris, méprisant et triste. Moi, je voudrais lui serrer la main, et je n'ose pas m'approcher de lui. Il me voit prendre en courant le sentier qui mène à la cabane de sa sœur, et me suit des yeux avec méfiance. Je cours, j'escalade le sentier où les herbes, les myrtes, sont tout trempées de la rosée du matin. Mais là-haut, la cabane est vide. Les deux vieillards sont partis au champ. Mathéa, plus matinale que moi, est déjà je ne sais où avec ses moutons et ses chèvres, l'heure passe. Une angoisse me prend de partir sans la voir, et je me mets à courir encore. Je cherche dans tous les recoins d'alentour où elle avait coutume de mener son troupeau, mais rien, personne. Sous les châtaigniers, sous les chênes, tout est silencieux. Si loin que j'écoute, je n'entends nulle part le bruit des clochettes des chèvres, rien que les feuilles mortes qui tombent sur la mousse. J'appelle Mathéa et rien ne répond. Sans doute, elle s'en est allée tout en haut dans la montagne, sur un plateau qui est là-bas où l'herbe abonde. L'heure est passée. Il faut redescendre à la plage. Au moins, je veux revoir l'enclos des oliviers et l'arbre sous lequel nous venions nous retrouver la nuit. Je n'étais jamais venu là en plein jour. La mousse et l'herbe étaient foulées, écrasées, sur un espace grand comme deux corps humains, et par places, nous avions écorché la terre. C'était comme si des bêtes fussent venues là se vautrer et prendre leurs ébats. Un frisson de souvenir me passa par le corps en voyant cette terre égratignée. Et puis je me détournai de ce lieu, avec un sentiment de répugnance ou de pudeur, et puis j'y revins encore, et j'emportai une petite fleur qui avait poussé dans les racines de l'olivier, à l'endroit où nous posions nos têtes. Sur la plage, il y avait maintenant du monde. Les matelots de mon canot avaient eu le temps d'éveiller les habitants de l'auberge et de répandre la nouvelle de notre départ. Les bonnes gens des cabanes d'alentour venaient me dire adieu et questionner en italien le matelot Vial. Le soleil commençait à monter tout doucement, radieux dans le ciel clair. Gregorio Jovarich était venu pour me serrer la main et m'apporter en cadeau un vieux fusil à pierre. Et puis Giovanni, le brave Giovanni, celui que je voulais le plus voir, celui dont j'avais besoin. Je lui remis à celui-là une petite bourse en soie rouge, achetée à Cattaro, contenant quelques piécettes d'or, et un portrait de moi, en lui disant « Pour Mathéa, monte vite la chercher là-haut, et tu lui diras que je m'en vais. » L'Albanais, Achmet,
arriva lui aussi en courant. Son cadeau d'adieu à lui était un petit sac de toile contenant du tabac turc de contrebande qu'il avait pris à Scutari. J'étais en retard. Je fis pousser mon canot à terre en disant adieu à tous, et le rivage familier de Baoziche s'éloigna pour toujours. Et en m'éloignant, j'entendis la voix de l'Albanais Achmet me crier Allah Selamet Versen, note Allah te protège, comme dans Asiade. Allah Selamet Versen Loti. Voir Journal, volume 1, page 385. Reprise. Cet adieu suprême des Turcs, que je n'avais plus entendu depuis mon départ de Stamboul, sonna à mon oreille comme une note lugubre, comme un appel lointain du passé, comme un reproche. À bord, les préparatifs du départ traînèrent comme toujours. À 10 heures seulement, on alluma les feux, mais le bord était consigné, et je regardais de loin le rivage, le hameau de Baoziche, d'où venaient à la dernière heure des barques, portant des fruits, des moutons, des provisions de route. Il était près de midi. Une barque, que je crus reconnaître pour celle de Matteo, quitta la plage, se dirigeant vers nous. Elle amenait celle-ci une femme assise, Mathéa, conduite par son frère. Que me voulaient-ils tous les deux? Je les regardai venir, ne comprenant plus. Ils étaient prêts maintenant et fixaient sur moi leurs yeux gris pareils, avec une même expression de mélancolie. Je comprenais ce qu'ils étaient venus faire maintenant. Matteo me montrait la petite bourse rouge en me faisant signe qu'ils étaient venus pour me la rendre. On était tout près de lever l'ancre. Et déjà, ah mince, alors là, maman, je vais m'arrêter parce que là, si tu veux, le problème, c'est que on était tout près de lever l'ancre et déjà les factionnaires avaient la consigne de ne plus laisser monter personne. Cependant, je leur fis donner l'ordre de laisser passer Matteo et de me le faire conduire dans ma chambre. Giovanni était encore venu à bord et j'avais mon plan que je lui expliquai à la hâte. Matteo arriva dans ma chambre, conduit par un matelot. Regardant tout autour de lui avec un étonnement de sauvage, il jeta la bourse sur mon lit. C'est bien, lui dis-je, je la reprendrai, puisque vous n'en voulez pas. Mais attends-moi là, j'ai autre chose à te dire. Et je sortis le temps de jeter la bourse à Giovanni qui disparut avec. Je donnai à Matteo une petite image de sainte, dans un cadre doré, une icône, achetée à Castelnuovo. Il accepta cette fois, et me promit de remettre l'icône à Mathéa. Et puis je lui tendis la main, il la prit avec hésitation, et puis la serra tout de même en me disant adieu. On levait l'ancre, on chassait les derniers canots de Baoziche, les derniers habitants du pays. Tout était sans dessus-dessous, c'était le vacarme habituel de la machine, des sifflets, des commandements de manœuvre. J'étais inquiet d'elle, de la savoir toute seule dans sa barque. La tête me tournait de la sentir si près de moi. Tout ce bruit me serrait le cœur. J'étais en retard pour l'appareillage, et je courus à mon poste à l'avant. Un moment après, je les revis tous deux au-dessous de moi, presque sur l'éperon du vaisseau. Ils s'étaient avancés imprudemment, et Matteo me tendait encore cette malheureuse petite bourse rouge qui lui était revenue malgré lui. Mais c'était trop tard, on criait pour les faire s'écarter. Ils furent couverts d'un jet d'écume blanche. La formidable machine s'était mise en mouvement, et ils avaient peur. Alors, j'envoyai un baiser à cette barque, avec un regard dans lequel je sentais que mon âme était passée. Deux matelots qui étaient sur le beaupré furent seuls à le voir, au milieu de toute cette confusion de l'appareillage. Mathéa baissa la tête. Matteo m'ôta son bonnet rouge. Le Friedland était en marche. Alors on entendit le canon, les salves répercutées dans les montagnes, les fanfares de l'escadre anglaise saluant notre départ. Ils parurent encore longtemps dans leur barque, comme deux petits points blancs et rouges sur l'eau bleue. Nous passâmes devant Méligna, où le reste de l'escadre nous salua de son artillerie, et puis cette baie profonde des Slaves, que jamais je ne reverrai plus, se referma lentement derrière ces montagnes. Et maintenant c'est le soir et nous sommes au large. Doubler la pointe de Sicile.
traverser le détroit de Messine, passer en vue de Naples et longer à petite distance la côte d'Italie par un temps splendide. Et demain nous arriverons à Toulon, où Pierre m'attend. Une tristesse, une blessure de plus que m'a laissée cette petite fille. Elle se refermera bientôt, celle-là peut-être, mais de temps en temps encore elle me fera souffrir. Et j'oublierai ce pays des Slaves, cette baie enchanteresse, aux grands bois et aux grandes montagnes, où j'avais trouvé encore de l'amour, et que je ne reverrai jamais. Vendredi 3 décembre. Sa'a, S-A-H-A-S. Encore Sa'a, comme le démon sur mon chemin. Ce matin, j'étais arrivé, heureux de revenir à Toulon, de penser que j'allais retrouver Pierre. Il faisait un beau temps égayant tout. Oh, cette journée! De longtemps je n'en avais vu d'aussi sombre. J'avais presque oublié l'impression de souffrir. Je croyais que c'était fini ce sombre cauchemar. Mon Dieu! Si c'est tout à recommencer, s'il faut lutter encore contre cette chose terrible, le courage me manquera. J'aimerais mieux mourir. Ce sera fini comme cela. À 1 heure, je m'étais jeté dans un fauteuil dans la première chambre garnie venue pour être ailleurs que dans la rue, ne pas rencontrer les gens à qui il aurait fallu parler. Pierre s'était assis en face de moi, et à 5 heures, nous étions encore là aux mêmes places. La fenêtre était restée ouverte. Je sentais comme un froid glacial pénétrer tout au fond de ma chair d'être resté si longtemps, dans cette immobilité, dans cette torpeur de rêve. J'essayais de secouer les visions sinistres, comme quelqu'un qui s'éveille. Puis j'eus pitié de mon pauvre Pierre. Je me levai pour le faire marcher dehors, lui faire prendre l'air, et le mener dîner en lui disant que je dînerais aussi avec lui. Et ce soir, l'apaisement se fait encore une fois. Quelque chose comme de l'espoir commence à revenir. Espoir de quoi? Je n'en sais rien. Quel espoir puis-je avoir, moi? Samedi 4 décembre. Pierre était de garde pour 24 heures, avec 4 matelots à la poudrière de la Goubran, dans la campagne, sur la route de la Seine, Seyne. Dans l'après-midi, je vais le trouver. Pierre pensait bien que je viendrais le voir. Il regardait sur la route de Toulon si je n'arrivais pas. Autour de la poudrière, il y a un vieux jardin abandonné entouré d'un rempart. De là, on domine la campagne. Les rosiers, les fleurs, y sont à moitié retournés à l'état sauvage. Il fait une de ces journées de décembre chaudes et lumineuses, comme on en a en Provence. La campagne sent bon. Les montagnes et la mer se chauffent au soleil. On est bien tranquille dans ce vieux jardin. Aucun bruit aux environs. L'air tiède et calme. Pierre me sourit d'un bon sourire triste. Il me raconte des histoires tout bas de sa voix grave, des histoires de Rosporden et du petit Julien. Ai-je rêvé hier? Après ce rêve affreux qui a passé, après cette journée sombre qui m'a laissé déchirée et meurtrie, c'est la réaction qui vient, le repos, l'apaisement. Nous composons un singulier bouquet d'automne qui ne ressemble à aucun autre. Des amarantes, des scabieuses, de tous les violets, violets foncés et violets pâles, des brins d'un chagrin très rouge et sans feuilles qui poussent sur les murs de la poudrière, et en place de verdure des touffes de grandes graminées d'un gris rose. Quand je rentre à bord, le soleil déjà bas, le Friedland se dispose à sortir du port. À 5 heures, il prend son poste en rade. Car, de minuit à 4 heures du matin, nuit du 5 décembre, j'ai retrouvé assez de calme pour travailler. Toutes les vieilles armes d'Albanie rangées aux murailles de ma chambre de bord brillent à la lumière de reflets d'argent, de fer et de cuivre, avec du corail et des pierres rouges enchâssées comme des gouttes de sang. J'ai déjà bien oublié ce pays de Cattaro et de Baozi chez le bois d'olivier. Devant moi, le bouquet d'amarante et de scabieuses cueilli avec Pierre est posé dans un pot de faïence dalmate ancienne.
bleu et jaune. Il a un air mystérieux de bouquet symbolique. Il y a des gens qui sourient à l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Il y a des gens qui marchent au bord d'un précipice, sachant que le chemin va s'effondrer, et rouler tout au fond avec eux. Il y a des condamnés à mort qui attendent l'arrivée du courrier qui leur apportera l'arrêt. Il y a des gens qui ont caché dans quelque coin de leur maison un cadavre d'assassiné et qui savent qu'on le trouvera. Et moi, je suis comme l'un d'eux. Et quand le fantôme s'éloigne, je souris encore aux choses de la vie. Je me figure que c'est fini et qu'il ne reviendra plus. 5 décembre. La journée passée avec Pierre, il fait un beau soleil, un beau temps pur, le fantôme s'éloigne. Dans l'après-midi, je vais faire une petite visite, la première à Jousselin. Je lui présente Pierre et je vois pour la première fois sa jeune femme qui l'a prévenue d'excuser ma grande tristesse. Pour faire diversion, le soir, je mène Pierre entendre La Juive, note, opéra de Halévy, sur un livret d'Eugène Scribe, créé à Paris en 1835. Reprise. Nous demeurons au Capharnaüm de la rue Bourbon. 6 décembre. Le départ de l'escadre est décidé pour demain matin. J'aurai à peine vu mon pauvre Pierre. Le soir, je descends à terre à 5 heures par une tartane pour aller le voir au quartier où il est de garde. Le quartier est à 2 ou 3 kilomètres dans la campagne. Il fait une nuit magnifique, l'air sent bon. Ce calme et cette fraîcheur de la campagne me font du bien. C'est l'apaisement qui vient. Pierre ne savait pas que nous partions. Je le trouve en train de se chauffer tranquillement devant le feu du corps de garde. Il se débrouille pour se faire remplacer, s'habille en courant, et nous retournons ensemble à Toulon au beau clair de lune. Il est près de 8 heures quand nous nous mettons à table, ayant grand faim. 7 décembre. Pierre doit rentrer au quartier de grand matin. Nous nous disons adieu au Capharnaüm avant le coup de canon, avant jour. À 8 heures, je rentre à bord. À 11 heures, l'escadre appareille. Nous mouillons en rade des îles d'hier le soir. Îles d'hier, samedi soir. Mon bon frère, note à Pierre Lecause. Italique. Je crois bien que nous arriverons lundi soir au lieu de mardi comme je te l'avais écrit hier. Je serai libre aussi lundi soir, mais je resterai à bord pour t'attendre. Veille donc lundi si tu es libre et viens me prendre à bord. Nous retournerions ensuite par le même bateau de passage pour dîner ensemble à terre. Si nous n'arrivions que mardi, je t'attendrai encore à bord, comme nous en sommes convenus. Je t'embrasse de tout mon cœur, mon bon frère, à toi, Julien. Dimanche 19 décembre. Arrivé à Toulon vers 9 heures du matin, nous nous amarrons aux appontements. De loin, je reconnais la carrure de Pierre qui arrive en se dandinant par le chemin de ronde. Je descends à terre avec lui et nous nous promenons tout le jour par un beau soleil. Lundi 20 décembre. Pierre est de garde là-bas à la Goubran. Passer l'après-midi avec lui dans le vieux jardin du fort, tout plein de scabieuses et des dernières roses de l'année. La mer est bleue comme en été et les mouches bourdonnent au soleil. Italique. Mon bon frère, comme les bureaux du théâtre ferment à 3 heures, pour retenir nos places, je t'envoie mon domestique. Tu lui diras si tu peux venir, et alors lui ira tout de suite retenir nos 4 places. Peut-être que tu m'as écrit, mais ta lettre n'est pas encore arrivée. C'est la première embarcation qui va à terre, ça n'est pas étonnant que je n'ai pas encore ta lettre. Prends tes effets neufs pour ce soir, petit frère, sois bien rasé et bien beau. Fin de la lettre manquante. Jeudi 23 décembre.
Les Huguenots. Une loge à quatre, Pierre, Jousselin et sa femme. Nous avons le fou rire pendant le grand trio. Samedi 25 décembre. Noël. Soir triste. Je suis seule au Capharnaüm. J'essaie de travailler, je n'y ai pas la tête. Pierre est de service au poste de la place d'Armes et de patrouille pour ramasser les matelots ivres. Les rues de Toulon sont pleines de braillements d'ivrognes. Je vais tenir compagnie à Pierre, faire les 100 pas devant le corps de garde jusqu'à 11 heures, puis je rentre tristement me coucher au Capharnaüm. Il est à peu près certain qu'on va embarquer Pierre sur le Shamrock, un bateau qui part pour la Cochinchine, et qu'il ne trouvera pas de permutant pour un embarquement pareil. Alors c'est moi qui ai envie de permuter et de partir avec lui. Cela durera 3 mois, aller-retour, 3 mois de choses nouvelles, d'imprévus. Impossible de trouver jamais un moment de tranquillité dans ma vie. Dimanche 26, Jousselin et sa femme viennent me voir à bord. Ensemble à terre à 2 heures. Trouver Pierre qui m'attend au Capharnaüm. Dîner et passer la soirée avec lui. Pongo homme-singe. Note. Une attraction au cirque, point d'interrogation, ou au théâtre des singes, point d'interrogation. Lundi 27 décembre. Pierre de Corvée, à bord de la Couronne, ne peut venir que très tard me rejoindre au Capharnaüm. Il se fait très beau, et nous allons tous deux dîner chez les Jousselin. Le septuor de Beethoven au dessert. À 11 heures, Jousselin nous reconduit Pierre et moi au Capharnaüm. Nous couchons Pierre et nous nous mettons à travailler, Jousselin et moi, aux dernières corrections du roman du Spally. Mardi 28 décembre. De service à bord, conseil d'avancement, quart de minuit à 4 heures, à 2 heures du matin incendie dans le port, grande lueur rouge, tocsin, coups de canon, armer les embarcations et les pompes, grande confusion. Je suis de quart et obligé de garder le bord. Je songe que Pierre doit être au feu, je m'inquiète de lui. À 3 heures, une grande gerbe de flammes, comme un grand effondrement, et puis cela paraît se calmer, s'éteindre. Nous ne savons pas ce qui brûle. Un bateau qui passe prétend que c'est la manutention. Je me couche à 4 heures. Mercredi 29 décembre. C'est le vaisseau le Richelieu qui a brûlé cette nuit. À 3 heures du matin, il s'est couché sur le flanc. C'est alors qu'on a vu monter la grande gerbe rouge. Le vaisseau est perdu. Hier, j'avais donné rendez-vous à Pierre pour ce soir 7 heures sur le quai de Toulon. Nous devions passer la soirée avec le docteur Grandjon de la Moselle. La journée se traîne, c'est long d'attendre jusqu'à 7 heures pour avoir des nouvelles de lui. Madame Hanner et Madame Frappier viennent me tenir compagnie dans ma chambre de bord. Espèce de petit boudoir garni de vieilles armes et de vieilles soies précieuses. Elles arrangent des fleurs dans mes vases et s'amusent à réveiller mon serpent qui dort dans sa boîte capitonnée depuis que le froid est venu. Puis elles me font jouer 2 ou 3 choses sombres de Chopin. Ce grand piano dans cette petite chambre, aux murailles sonores, me semble résonner d'une manière lugubre. J'ai le cœur serré en songeant à Pierre à mesure que la nuit vient. Les nouvelles de terre disent que cela a été terrible cette nuit, le feu du Richelieu. La division avait envoyé tout son monde quand le vaisseau s'est affaissé tout d'un coup. Des énormes canons sont tombés, démolissant tout avec un bruit terrible. Plusieurs canaux ont été écrasés sous la chute de cette muraille de fer. Il y a eu beaucoup d'hommes blessés et des hommes disparus. Quel métier, mon Dieu, que le nôtre. À 7 heures enfin, je puis descendre à terre. J'arrive sur le quai de Toulon, je cherche Pierre des yeux avec anxiété. Il n'est pas au rendez-vous, je monte en courant au Capharnaüm. Il n'y est pas non plus, j'allume une bougie dans notre chambre, à côté d'une grande feuille de papier blanc, sur laquelle j'écris à la hâte, en grosses lettres, je suis allé à la division. Et puis je pars en courant pour la caserne. Il faut une demi-heure en marchant très vite par des chemins où on attaque les passants comme en plein bois quand la nuit est venue. J'arrive à la division, je demande Pierre en tremblant. On va s'informer de lui à sa compagnie. Pierre arrive, tout endormi. Il était couché, il a été réveillé en sursaut et n'est qu'à moitié habillé.
Je serre ses braves mains avec bonheur. J'avais eu peur pour tout de bon. Pierre a passé la nuit dernière au feu. Ce soir, tous les marins sont consignés à la caserne parce qu'on doit travailler par bordée à la lumière électrique jusqu'à demain matin, au sauvetage de ce qui reste du Richelieu. Pierre m'avait écrit un mot que je n'ai pas reçu. Lui est de la bordée qu'on réveillera à minuit et qui travaillera jusqu'au jour. Pierre vient me conduire jusqu'au premier poste des sentinelles près des remparts de Toulon. Il n'est pas tranquille de me laisser aller seul par ces chemins si mal hantés, dit-il, et puis il s'en retourne se coucher pour 2 heures. Jeudi 30 décembre. Obligé d'aller avant jour, demander Pierre à la division pour la voir, peut-être pour la dernière fois. Il passe la visite pour embarquer demain sur le Shamrock. On me le promet pour midi. Midi. Pierre arrive au Capharnaüm. Nous partons pour nous promener jusqu'au soir. Nous grimpons dans la montagne, avec la tête ailleurs. Cette incertitude du lendemain nous tient l'imagination en suspens. Nous pensons au Shamrock, à ma permutation probable, à 3 mois de voyage, d'aventures nouvelles et de pays nouveaux. Nous voici très haut dans les rochers. Notre horizon s'est élargi. Nous dominons les caps et les baies. Il fait froid avec un ciel gris d'hiver. Nous voyons devant nous tourbillonner comme en rêve la Cochinchine et la mer Rouge, grimacer des figures de Chinois et d'Anamites. Vendredi 31 décembre. L'enseigne de vaisseau sur lequel je comptais comme permutant sur le Shamrock refuse et se décide à rester. Il faut se résigner à laisser partir mon pauvre Pierre tout seul, à me séparer de lui. À 5 heures du soir, à la longue vue, j'aperçois l'embarquement du Shamrock qui passe, un plein canot de marins qu'on envoie former cet équipage, et Pierre est avec eux. Je prends un canot de passage pour aller au Shamrock, demander qu'on me donne Pierre jusqu'au lendemain matin, pour passer au moins avec lui cette soirée du 31 décembre, avant de le quitter pour longtemps. On me le donne à grand-peine, et je l'emmène avec moi au Friedland. Je l'installe dans ma chambre et m'en vais dîner au carré. Après dîner, je le trouve assis dans mon fauteuil Henri II, fumant ma grande pipe turque, ayant ouvert le tiroir où loge mon serpent pour le réveiller, et jouant du piano tout doucement avec un doigt, tout en surveillant du coin de l'œil les mouvements de la bête qui se déroulent avec lenteur au son de cette musique. Nous descendons à terre par le canot Major. Il fait beau et froid. Les rues ont l'animation des veilles de premier de l'an. Les matelots chantent. Les passants circulent affairés dans les rues. Les boutiques sont illuminées. Et ce train de gaieté me ramène tristement aux veillées si joyeuses des 31 décembre de mon enfance. Nous attendons minuit dans un café. Minuit sonne et Pierre me serre la main. L'an 1880 se termine ainsi. Ce Shamrock est venu jeter une teinte sombre sur la fin de cette année, qui a été pourtant la plus heureuse de toute ma vie d'homme. Depuis les agitations, les anxiétés, les secousses terribles qui ont marqué la fin de ma vie d'enfant, c'est l'année la plus sereine que j'ai traversée, la plus calme aussi. En moi, beaucoup d'apaisement s'est fait. Au dehors, beaucoup de choses m'ont réussi. J'ai eu des joies inespérées et des moments de tranquille bonheur. Nous nous acheminions, Pierre et moi, par les rues noires, vers notre logis pour aller dormir, bâtissant en route des projets vagues et chimériques pour nous retrouver après cette Cochinchine qui me fait peur pour lui. Nous avions oublié 3 pantins très drôles, achetés précédemment pour être envoyés comme étrennes au petit Julien. En rentrant au Capharnaüm, nous les apercevons sur notre lit, postés comme pour nous attendre, dans des attitudes si comiques et si inattendues, que nous voilà tous deux riant de tout notre cœur. Nous nous endormons sur cet éclat de rire. Lettre en italique. Mon bon frère, je ne peux pas descendre à terre dans la journée, mais j'espère descendre ce soir. Je ne sais pas quand nous partirons, aussi je te prie de venir me voir à bord. Je t'attendrai. Si tu ne pouvais venir que vers 4 ou 5 heures, viens tout de même. Mais cela vaudrait mieux plus tôt. Je t'embrasse, Julien.
Je suis même sûre maintenant de pouvoir redescendre ce soir à terre avec toi. Mais viens tout de même à bord. Autre lettre en italique. Chère petite sœur, je veux commencer par te dire que jamais, 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 je n'épouserai Marie R. Note Marie Roberti. Cette lettre sans date a sans doute été déplacée. Nous la laissons ici, faute de mieux. Reprise. L'idée ne m'en était pas venue, en effet, mais tu n'as pas regretté de me l'avoir donnée, car elle est bien impossible, et tu ne dois pas craindre que j'y arrête un seul instant ma pensée. Elle ne m'est point indifférente, cependant, et la sympathie que je lui ai exprimée était bien sincère, bien profonde. Ne me demande pas de détails sur notre entrevue de Paris. Il me serait pénible de t'en donner. À mon retour, si tu y tiens, tu pourras jeter les yeux sur quelques pages de ce journal, où j'écris toute ma vie, tu liras les lettres que nous avons échangées, et puis tu jugeras. Mais tu avais parfaitement compris, et je n'aurais pas demandé pour elle ton indulgence si elle n'avait pas été très coupable. Elle est bien pleine d'inconséquences, en effet, la pauvre M, et aujourd'hui, c'est moi qui ne comprends plus. Sans doute elle aimait son mari, qu'elle pleure à présent. Elle n'a eu pour moi qu'un entraînement passager de son imagination et de ses sens. Elle m'avait dit pourtant que si nous nous étions rencontrés 2 ans plus tôt, se trouvant trop âgée pour être ma femme, elle m'aurait suivi mystérieusement partout, avec sa fortune pour embellir ma vie. J'espère en effet que vous vous occuperez de mon mariage avec le petit coiffi note. L'expression désigne ici une jeune fille. Reprise. De mon mariage avec le petit coiffi de Beauvais. Je ne tiens ni à l'éducation, ni à l'instruction, ni à une grande fortune immédiate. 50 à 60 000 francs suffiraient pour tout de suite, à la rigueur. J'ai hâte d'en finir. Je tiens seulement à la santé, à cause des enfants, et à un bon petit cœur. Avec cela, je la formerai bien vite et bien facilement. Le bigotisme catholique ne me ferait même qu'admis, et je le préférerais de beaucoup en tout cas à la libre pensée. Au sujet de mes enfants à venir, tu t'informes avec grande sollicitude si je laisserais leur grand-mère leur inculquer la foi chrétienne. Il faut bien peu me connaître pour me faire pareille question, et avoir pris bien peu garde à ce que j'ai dit et répété sans cesse à qui a voulu l'entendre. Je ne connais rien de si délicieux que l'illusion chrétienne. Je n'ai jamais rien fait pour enlever à qui que ce soit une croyance quelconque, fût-ce même la foi en Allah ou en Vishnu. Je t'ai souvent dit que je voudrais une petite femme simple et croyante. Cette accusation que tu te plais à porter contre moi de toujours briser et corrompre est fausse et injuste comme beaucoup d'autres. Ce serait, je t'assure, un cliché à supprimer. Je n'ai jamais étalé mon scepticisme, suivant ton expression, que devant quelques très rares personnes auxquelles je savais qu'ils ne pouvaient nuire, jamais devant les simples et les humbles. Pour en venir à cette femme de marin dont tu me parles, si elle est partie repentante et brisée pour rejoindre son mari qu'elle n'a sans doute pas trompé depuis, c'est que probablement je ne lui avais pas beaucoup fait l'apologie de la débauche, ni même de l'incrédulité. Mes amis, mes camarades pourraient te dire sans doute qu'ils m'ont toujours vu soutenir la foi que je n'ai plus, attaquer avec amertume et ironie la libre pensée, le matérialisme, toutes les rengaines athées des démocrates du jour, qui sont les choses du monde que j'ai le plus en horreur. Mon cher Pierre, que j'ai ramassé un jour dans un ruisseau pour en faire mon frère, qui est, en dehors de mes affections de famille, ce que j'aime le plus au monde, revient tout doucement sous mon influence à des idées d'immortalité et même de rédemption. Il me semble enfin qu'Asiadé même n'est pas dans son ensemble un livre bien sceptique, et qu'il aurait peut-être sur un esprit matérialiste
une influence meilleure qu'un sermon maussade et ennuyeux.